Mesdames, Messieurs, bonjour. Excellente matinée. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau tour de votre matinale. Un grand bonjour depuis le 21 boulevard des Martyrs pour votre matinale. Exceptionnellement, c'est Emel qui s'absente. Elle est du côté de Taman Rasset pour de nouvelles émissions, mais aussi un petit écho et des échos du festival de la musique qui se tiendra donc à Taman Rasset. Un grand salut à toute l'équipe qui est sur place. Aujourd'hui, pour cette matinale de ce dimanche 15 décembre 2025, il sera question de la tenue traditionnelle avec notre invité, Chelali Mohamed, qui sera notre invité, qui est avocat de formation, mais également chercheur. Au-delà de la beauté de l'habit, la tenue traditionnelle a une histoire. Et rappelons d'actualité, l'Algérie qui a été donc élue vice-présidente de l'UNESCO pour la prochaine session du comité du patrimoine immatériel. Il sera question bien évidemment de sensibilisation concernant la sécurité routière. Comme vous le savez, nos routes continuent de faire des victimes, des familles endeuillées et des orphelins. Il sera notre invité Abdel Fattah Arab, chargé de communication de ITA Infotrafic Algérie. Elle sera comme chaque dimanche avec nous sur ce plateau Flab Nour pour nos Algériens ou les Algériens du monde. Et sera l'invité de Flab Nour aujourd'hui, Madame Djubaili Zohra, qui est chef d'entreprise. Nous allons revenir sur la 4e édition, donc la 4e édition de la conférence africaine des startups qui s'est tenue la semaine dernière du côté du Centre international des conférences Abdelatif Farahal, avec la participation de plus de 25 000 participants, 200 délégations, 200 exposants et 40 délégations ministérielles. Et donc la participation de la communauté nationale, rappelant avec la création du fonds pour financer les startups. C'était donc là la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il sera de la partie Yazid Aït Mahidine avec son actualité comme chaque dimanche, et on ira du côté du Festival national du tourisme et de sport qui se tient sous le slogan la sensibilisation environnementale. Chaque dimanche, il est de la partie Ramzi Mhamdi pour l'actu sport, notamment la prochaine édition de la CAN. Nous allons revenir sur l'élimination de l'équipe A' de la Coupe Arabe FIFA 2025, mais pas que. Mais avant, on va commencer avec de la musique. Et cette très belle chanson en duo donc, de Day et Teko Bewin, Riwaya. Et c'est une incitation, Ramzi, bonjour. Bonjour. C'est une invitation pour le Grand Sud algérien. Vous avez visité le Sud algérien? Jamais. J'aimerais bien. Eh bien, essayez de programmer quelque chose pour les vacances de fin d'année. Ramzi et de la partie qu'on va retrouver juste après cette très belle chanson. Riwaya, restez avec nous. حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الليل مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الليل انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية
كيفاش ننساك يا ابن البشر انت القمر في ليلة السمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية انت رواية. Le clip est tout aussi beau que la chanson signée Teko Bawin et le groupe Day Riwaya. Magnifique, et ceux et celles qui n'ont pas encore visité le sud algérien, je vous le recommande vivement. Et le bonjour d'Algérie, c'est parti. Il est 8h07. Nous sommes en direct depuis le 21 boulevard des Martyrs, très exactement depuis le studio 7. Il est l'heure de retrouver l'instant sport avec Ramzi Mhamdi juste après ça. Ramzi Mhamdi, rebonjour. Rebonjour Mounir. Et désormais, on commence avec, on connaît la liste qui participera à la Coupe d'Afrique des Nations, où le sélectionneur Pekovic, qui a donc dévoilé cette liste des joueurs qui disputeront le tournoi avec des nouvelles recrues, j'ai envie de dire, pour cette sélection. De nouveaux joueurs. Et de nouveaux joueurs pour cette sélection, notamment Mandrea qui est de retour. Oui, il y avait une présélection de 55 joueurs. Il a retenu 28. Oui. La nouveauté, c'est quoi? C'est le retour de Mandrea, malgré qu'il est un peu décrié par rapport. Il bénéficie de la blessure de Guendouzi avec le MC à la semaine passée. La première fois, on voit la liste. La première fois de Berkane et Boulbina. Oui. Pas le retour, mais la présence de Attal. Et des surprises. Des surprises, c'est l'absence de Bentaleb et Abdelli, ainsi que Cheikha et Titarawi. Alors pour certaines une de presse ce matin, ce dimanche 15 décembre, la liste est équilibrée. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Ouh, un petit peu. On parlait de Mandrea, oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, Petkovic a déclaré que je ne peux pas prendre un gardien qui évolue en National 3 en France. Mais il l'a fait. Il a ses raisons, peut-être par rapport à l'expérience de Mandrea, parce qu'il a joué en équipe nationale. Son expérience sera très importante dans un tournoi qui sera peut-être plus long, très long, pardon. Il faut dire aussi qu'il débute le 21 décembre, il se termine le 28, donc il faut une ossature, une bonne ossature, et on voit tout ça avec le sujet de Samia Chichou, qui va nous dire un peu plus. Allons-y. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a animé une conférence de presse où il a dévoilé une liste de 28 joueurs qui participeront à la CAN. Parmi les surprises, le retour du portier Mandrea et la présence des nouvelles têtes, à l'instar de Boulbina et Berkane, qui ont pris part à la Coupe arabe. Pendant les mois qui se sont passés, les 20 mois qui ont écoulé, on a vu quasiment 45 joueurs. Cosa per me, come sempre, cosa ho detto, era importante plasmare un gruppo che sta bene insieme. Et ce qui était essentiel pour moi dès le début, c'était de faire façon que le groupe puisse être soudé ensemble. Petkovic a estimé que Boulbina et Berkane seront un plus pour le groupe malgré le peu d'expérience dans ce genre de compétition. Comme vous avez vu, on parle de deux joueurs, si on parle de Boulbina et Berkane, deux joueurs qui sont nés en 2003, qui sont des jeunes joueurs, qui peuvent vivre une expérience qui pourra les aider à s'améliorer dans la carrière et dans le futur. Le sélectionneur national a aussi expliqué la non-convocation d'Abada qui a brillé lors de la Coupe arabe. Que ça soit clair, moi je pouvais convoquer seulement les joueurs qui étaient sur la liste élargie de 55 joueurs. Non avevo la kugla magica per vedere cosa succede in futuro. Je n'avais pas de sphère magicale pour voir ce qui se passait au futur. Quant à l'absence de Bentaleb et Abdelli, Petkovic estime que c'est des choix techniques. Metterei fuori Mazza, Awar per avere Abdelli. Et très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir Maza, on fait sortir Awar pour avoir Abdelli. Enfin, Vladimir Petkovic ne veut pas brûler les étapes quant aux objectifs, mais promet que
que tous les joueurs vont tout faire pour rendre fier le peuple algérien. Et justement, c'était donc un sujet signé Samir Achichou concernant la sélection qui prendra part à cette CAN 2025 ou 2026 2025. Très bien. Il faut dire juste une chose, que la sélection nationale va partir pour disputer la CAN à partir de vendredi. Et il a expliqué comment on a vu l'absence de Abada, parce qu'il a fait un tournoi, la Coupe arabe, un bon tournoi. C'est-à-dire que la CAF exige qu'il y ait une présélection de 55 joueurs Très bien. auparavant. Mais comme il n'a pas performé durant ces 2-3 mois, il ne l'a pas mis dans la liste de 55. C'est une explication simple. Excellent. Et on continue avec le football, Ramzi Mohamdi, et l'élimination des A' de la Coupe arabe FIFA 2025. C'est une élimination qui a défrayé la chronique, Ramzi. Oui, on est tous déçus. On aimait accrocher une deuxième étoile après la première, lors de la dernière édition à Doha, toujours. Mais on avait tous les éléments contre nous. 2 buts refusés sur hors-jeu, des tirs au but catastrophiques. Mais c'est la loi du football, si on peut dire ça. On va voir le sujet de Hakim Kshirou qui va nous expliquer pourquoi l'élimination de la sélection a pris. Allons-y. Les Algériens ont dominé toute la première période face à un adversaire qui ne pouvait que défendre et procéder par des contres. Les coéquipiers du capitaine Yassine Brahimi sont parvenus à avoir la possession de la balle à 57%, mais sans pour autant parvenir à trouver le chemin défilé. L'attaque algérienne a été prise au piège du hors-jeu à 2 reprises, aux grandes dames des supporters algériens présents en nombre. هدف أول يلغى للمنتخب الوطني الجزائري. هذه كرة جزائرية. عادل 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 عادل. عادل بعد هناك تسلل مرة أخرى. Après la pause, les Verts sont revenus plus décidés. À peine 1 minute passée, Boulbina va surgir pour ouvrir le score, profitant d'une balle mal dégagée par le portier émirati El-Makabali, 46e minute sur une belle frappe du capitaine Yassine Brahimi. Il s'agit du 3e but du tournoi pour le sociétaire du club qatari d'Al Duhail. Dans la dernière demi-heure, les Émiratis vont égaliser par Bruno à la 64e minute de jeu. Les prolongations, quant à elles, n'apporteront rien de nouveau. Lors de la séance fatidique des tirs au but, le dernier tir algérien a été raté par le défenseur Naufel Khassef, alors que Richard Akonor a réussi sa tentative. C'est le football. C'est le football. Très déçu pour les joueurs et surtout pour nos supporters qui sont venus nombreux. Voilà, on avait l'objectif d'aller plus loin que ça et la réalité du football. Voilà, on ne va pas trop revenir sur le match. On sait que c'était un peu compliqué aussi physiquement. On avait des joueurs qui étaient blessés aussi, qui n'étaient pas à 100%, mais dans l'ensemble, voilà, j'ai facilité les joueurs parce qu'ils sont donnés à fond malgré tout jusqu'au bout. Et c'est le football, dira Majid Bouguerra, sélectionneur des A'. Un peu déçu. Oui, très déçu. Comme tout le peuple algérien et tous les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Doha, on espérait mieux. Au moins passer les demi-finales, aller en finale, la perdre. Mais il faut dire aussi qu'il y avait un arbitre jordanien. Et je ne vais pas insinuer des choses. On se fait des raisons. Oui. Pour certains, on a joué contre une équipe portugo-brésilienne. Sénégalaise et tout. Oui, c'est le jeu. C'est ça le football. C'est le jeu. Et c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut l'accepter et c'est ainsi. Avec le foot, on reste et cette fois-ci, la Coupe d'Algérie, les 16e de finale, où un gros club est déjà éliminé. Ramzi, il s'agit de la JSK. La JSK. Qui est au tapis, sorti par un habitué de la Coupe d'Algérie, l'USMH.
qui a rempli le stade de Barqi. Ah oui. On va voir les images. Ce qui s'est imposé sur un but. Il a suffi d'un but pour que la JSK gagne, le SMH gagne le match et se qualifie en huitième de finale. On voit le but de l'USMH. Il faut dire aussi que les supporters sont fidèles. On regarde, Oui. c'est un tifo. On se croirait à Dortmund avec le mur. C'est très beau. C'est très beau. On va enchaîner avec le Mouloudia qui s'est imposé face à l'USMK Khanchela, 2-1. C'était un peu plus facile pour le Mouloudia qui est leader du championnat et qui se qualifiait aussi en huitième de finale. On voit la joie des joueurs qui fêtent la qualification avec les supporters. Il y a aussi eu la qualification du CS Constantine, 3-0, il faut le dire. Il y a aussi Excellent. Excellent. On voit aussi le but du Paradou, on va le voir, sur penalty, qui s'est qualifié aussi. C'est des clubs de Ligue 1 qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On voit les actions du Paradou. Et enfin, le net qui s'est imposé face à l'équipe de Belater de la division régionale, un but à 0. Oh, il faut dire aussi que l'USMH va rencontrer le gagnant du match entre l'USMA. Je m'y perds. C'est-à-dire que si l'USMA se qualifie, on aura un huitième de finale explosif entre l'USMH et l'USMA. Excellent, Ramzi Mhamdi. Et à 8h18, j'allais dire 18, on continue l'actu sport avec vous. Et on termine avec les Jeux africains de la jeunesse avec une très belle moisson. Pour Début de très belle moisson avec les Jeux qui ont débuté avant-hier, mais officiellement hier avec l'inauguration à Luanda, en Angola, avec une belle moisson. On commence avec le karaté qui a récolté 7 médailles, 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze. La natation, 1 en or, 1 en argent et 4 en bronze. C'est des jeunes de 14, 16 ans, 18 ans qui vont fêter le sport en Afrique. Et ce sont les futurs champions. Oui, futurs champions. On peut détecter peut-être de grands champions. On précise, olympiques et mondiaux, hein, oui, car ils le sont déjà. Oui. Dans tous les sports, on a le karaté, on a la natation, l'athlétisme, la boxe. C'est une bonne chose pour l'Afrique. Merci beaucoup, Ramzi Mhamdi, pour toutes ces informations et l'actu sport, l'instant sport. Merci et à très vite. Et on part du côté de Tigja. Vous connaissez? Oui. Très bien, au moins. Au moins, ça Pas va. le sud, En attendant le sud, vous connaissez Tigja, du côté de la wilaya de Buira, où nous emmène Friel Hamdi et la tenue de la première édition du Festival du tourisme et du sport, où plusieurs participants prennent part. Ce festival, et dont le coup d'envoi a été donné mardi après-midi, elle était du côté de Tigja. Elle est revenue avec ce reportage, on revient juste après. Et c'est parti pour la première édition du Festival national hivernal de tourisme, de sport, de montagne et de sensibilisation environnementale. Ce festival attire dès le début une foule nombreuse de visiteurs en quête de détente et de loisirs. On a fait appel à toutes les parties prenantes, à tous les gens, qui soient guides de montagne, qui soient guides touristiques, qui soient randonneurs, qui soient amoureux de la nature, qui viennent, qui fréquentent le Djurdjura, de venir, c'est-à-dire participer à ce concours. On a arrêté 2 thématiques, la photo. Bien sûr, on a donné 10 critères aussi bien pour la photo que pour la vidéo. Donc ces gens-là, on veut les associer dans ce qu'on appelle donc, les sciences citoyennes, ou citizen sciences. Ça veut dire qu'il faut les impliquer. C'est des parties prenantes qui travaillent avec le parc pour asseoir une bonne gestion au niveau du parc du Djurdjura. Nous sommes appelés à faire appel à tous ces gens-là pour les faire participer. Cette première a également été lancée à l'occasion de la célébration du centenaire de la pratique de sport, de la grimpe et de l'alpinisme en Algérie. La Ligue est en partenariat avec la protection civile, la direction du tourisme et l'environnement ont organisé ce festival dans le cadre du co-développement. Parce que nous avons besoin de ces 4 partenaires
pour développer et encore développer le ski et les sports de montagne en Algérie. Et je vous dis que la station où vous êtes en ce moment, elle a été créée en 1948. 1948. Et on en profite jusqu'à présent. C'est un festival pour le sport de montagne et la sensibilisation. Des activités et des concours ont été organisés durant ces 3 jours au grand bonheur des amoureux de la nature. L'endroit il est magnifique. Tigjda, donc c'est une station de ski très très connue en Algérie. Et chaque année, il y a beaucoup de randonneurs qui visitent le lieu. Et ils organisent aussi des journées, des manifestations sur le tourisme et le paysage de la région aussi. Bon. J'ai participé dans ce concours-là avec une photo d'une salamandra algéria. C'est une salamandra, c'est une espèce en voie de disparition. Elle est protégée par l'UNESCO et même l'État algérien l'a classée parmi les espèces à protéger. J'ai participé au concours organisé par le parc de Djura. Donc j'ai eu le premier prix de la photo. Le contenu de la photo, c'est un rocher avec une silhouette d'un lion. Donc un lion, un animal existant qui a disparu au Djura. Donc c'est une manière de le faire renaître. Et aussi une manière de penser que le lion, il veille aussi sur notre nature. Au cours de notre tournage, nous avons rencontré Amar, guide de montagne. Pour lui, la montagne nous fait rêver. Son univers de pics, de rocs et de glace façonné par le vent et la neige nourrit notre imaginaire. Dès la naissance, j'étais prédit pour être un montagnard. Et Kadouche a suivi cette providence et cette prédiction naturelle. Donc je suis arrivé au Djurdjura, notamment à Tigjda en 1969. Je vous raconte comment je suis arrivé. Je suis arrivé parce que j'étais dans le temps bon élève, moyennement bon élève, et le professeur m'a remarqué. Et il m'a demandé de l'accompagner en famille. Je ne sais pas si c'est parce que je le ressemblais, mais il avait un petit penchant en ma personne. Et depuis, j'ai accroché en montagne, 68. J'ai commencé par être initiateur, puis instructeur, formé par les 2 écoles, renommées mondiales, autrichienne et française. Donc, on en a profité avec l'État algérien, que je remercie de nous avoir donné cette formation. Pour notre guide de montagne, le seul mot de guide est à lui seul évocateur de toute une histoire de l'aventure humaine. Nous avons les montagnes, nous avons le désert, nous avons la mer et nous avons les forêts. Donc c'est un pays qui est très beau. Et quand je suis à l'étranger, j'ai hâte de revenir. Je vais à l'étranger par curiosité. Mais tous les moments de bonheur que j'ai passés, c'est en montagne en Algérie. Entre ces cimes enneigées et ces forêts de cèdres millénaires, Tigjda est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Cas de le dire, Fari El Hamdi. Un magnifique reportage concernant la première édition du festival hivernal des sports, tourisme et sensibilisation environnementale. Parlant de sensibilisation, on me rejoint sur ce plateau en direct sur Canal Algérie, monsieur Arab Abdel Fattah, qui est chargé de communication de ITA Infotrafic Algérie. Monsieur Arab, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, je vous remercie pour votre invitation. Je salue tous nos téléspectateurs. Et je leur souhaite une bonne journée et un bon début de semaine aussi. Et vous êtes habitué à nos plateaux. Vous qui existez depuis 2015 sur les réseaux, c'est une page qui a existé en 2015
et ça vous a donné une idée de créer une association ITA, Infotrafic Algérie, en 2017, 2 ans après la création. Vous participez en somme à la sensibilisation, orientation des utilisateurs, des usagers de la route sur les 4 coins, les routes des 4 coins du pays. Abdel Fattah Arab. Oui, c'est ça. Donc, l'initiative, on avait commencé par la création d'une page web. Donc, après, on est rentré dans les réseaux sociaux par la page Facebook, qui maintenant compte plus de 2 millions d'abonnés. Donc, les followers et toutes les interactions dépassent les 10 millions, alhamdoulilah. Et voilà, de fil en aiguille, ça a évolué. Donc, ça nous a donné l'idée de mettre ça un peu plus réglementaire. Donc, on a créé l'association. L'association est venue d'une manière totalement spontanée et fluide. Donc, notre caractère, nous, on est tous des bénévoles, donc il faut le souligner. Allez, vous êtes au nombre de 40 membres officiellement. À peu près, oui, c'est ça. Donc, tous bénévoles. Tous bénévoles. Donc, on a tous d'autres activités, donc on vit notre vie normale. Donc, il y a des médecins, il y a des journaliers, il y a des infirmiers. Dans la vie arabe? Moi-même, donc je suis dans l'édition. Donc on était dans l'importation des livres. Là, maintenant, on est dans l'édition et distribution de livres. Très bien. Et ben voilà, donc ça n'empêche pas d'aider, de faire le bien et d'essayer de s'entraider entre nous et de faire l'effort pour la société civile. Cela va faire 11 ans que vous existez sur ce réseau social, à savoir Facebook, ITA. Vous êtes devenu une référence, j'ai envie de dire, pour les usagers de la route. Il faut rappeler que vous vérifiez toute information par vos administrateurs respectifs de la page avant publication de toutes les informations. Oui, ça c'est le devoir d'informer, donc le devoir de donner une bonne information et une information juste. Donc, on ne colporte pas des ragots et tout, donc on essaie de vérifier au maximum selon notre possibilité. Et si nous n'arrivons pas à avoir le fin de mot sur la route, donc on annule carrément la publication. Mais généralement, nos publications, on va dire, ils sont à 90% fiables, quoi. Et avant d'arriver et avant de parler de l'ensemble, depuis 11 ans de création, l'ensemble de vos opérations de sensibilisation sur le terrain, et vous êtes soutenu par la DNSR, c'est ça, c'est la Délégation nationale de la sûreté routière. Oui, c'est ça, donc on collabore avec tout le monde, on collabore avec la DNSR, on collabore avec la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, bien sûr, c'est des partenaires... on va pas dire, c'est des partenaires incontournables, donc tout ne peut se faire sans leur aide et leur bénédiction, on va dire. Et donc on a besoin d'eux. Entre parenthèses, eux aussi, ils ont besoin de nous parce que nous, on relaie les informations des fois, on a la primauté d'avoir l'information, donc on la relaie directement aux autorités qui sont habilitées à prendre des décisions plus objectives et plus efficaces. Et ben voilà, on va dire qu'on est complémentaires, sans être trop prétentieux. Et je le disais, l'hécatombe continue et nos routes continuent à faire des familles endeuillées, des orphelins. Où sommes-nous concernant l'ensemble des opérations de sensibilisation, Abdel Fattah? Écoutez, sincèrement, d'abord, on s'incline devant les morts, Rabbi Arhamham, donc Dieu leur accorde sa miséricorde et que nous souhaitons aussi le prompt rétablissement pour les victimes, les blessés. Dernièrement, l'accident de Belbela, c'était une hécatombe. 14 morts et 4 blessés, il faut le rappeler. Donc toujours, chaque mort pour nous, c'est une perte. Donc le nombre, oui, vraiment, c'est important. Il est effarant. Mais on peut pas, on va dire qu'il ne faut pas voir par rapport au nombre de morts d'un seul accident, c'est par rapport au nombre d'accidents lui-même. Oui, très bien. Parce que en voyant par exemple le nombre d'accidents, où là on voit qu'il n'y a pas une diminution, il y a on va dire peut-être une augmentation, il n'y a pas de régression sur ça, de régression plutôt, pardon. Et ben voilà, donc il faut voir le phénomène un peu plus profondément. Donc d'abord,
Pourquoi ces accidents? Les facteurs de, oui, les facteurs. De par votre expérience, Abdel Fattah Arab, vous pouvez déceler les facteurs, les principaux facteurs de ces accidents de la route? Bon, sans divergence, le premier facteur, c'est le facteur humain. À 90%, 95%, c'est le facteur humain. Oui. Donc, premièrement, c'est le non-respect du code de la route, des fois la mauvaise formation et l'utilisation des drogues, des substances de consommation drogue. de psychotropes notamment. Voilà, surtout, donc conduite sous l'effet des psychotropes et tout ce qui s'ensuit. Et ça, on va dire, ça c'est le facteur majeur. Mais il y a d'autres facteurs, il y a d'autres intervenants aussi. Il y a des fois, on va dire l'état des routes, comme par exemple le fameux point noir qui subsiste sur l'autoroute est-ouest du côté de Djibahia. Et la descente de l'Arba'a aussi, donc du côté de l'Arba'atash, non, plutôt, voilà, Bouzgza. Ça, c'est des points noirs qu'on n'arrive pas à trouver une solution radicale sur ça. Malgré les interventions répétées, surtout sur l'état de route, parce que c'est une route, surtout du côté de Djibahia, elle est vraiment catastrophique. À chaque fois, il y a eu des réparations. Donc, on ne comprend pas exactement quelle est la nature de cette dégradation, même si on a une petite idée par rapport au poids lourd, aux surcharges et tout. Mais ce n'est pas que ça. Donc voilà, donc le facteur par rapport à l'état des routes et aussi l'état des véhicules. Donc comme nous savons, le parc automobilier algérien commence à vieillir. Et vous savez la contrainte qu'il y a pour acquérir de nouveaux véhicules. Mais pour entretenir l'ancien parc, il y a un autre grand problème, c'est la non-disponibilité de la pièce de rechange. Et s'il y en a la pièce de rechange, elle est vraiment de mauvaise qualité, d'une mauvaise contrefaçon carrément. Donc des fois, on utilise, la plupart des gens, on achète une pièce, 2-3 jours, elle part en vrille. Donc voilà. Donc, il faut dire que, alors Abdel Fattah Arab, vous avez cité comme premier facteur et principal facteur le facteur humain, même si ces facteurs-là que vous venez de citer ne sont pas en reste. Mais il faut dire que aussi aujourd'hui, à bord de nos voitures respectives, moi personnellement, et je ne suis pas fier de cela, l'utilisation du téléphone cellulaire, et malheureusement, il est comptabilisé comme les facteurs, entre autres facteurs principaux des accidents de la route. Ben, ça c'est sûr, parce que donc, même pour le projet de loi qui va sortir, Inch'Allah, bientôt pour à saluer, la révision du code de la route. La révision de la code de la route, c'est la peine, elle est maximale, elle est de 13 000 dinars pour l'utilisation du téléphone en conduisant. Donc maintenant, les moyens technologiques qui sont disponibles, il y a le kit main libre sur beaucoup de voitures, il y a le Bluetooth, donc il réduit à peu près, on va dire, Il faut dire que le Bluetooth dans certains pays est interdit, l'utilisation de Bluetooth. Bah, écoutez, ça déconcentre le conducteur. Mais écoutez, pour vraiment dire qu'il faut interdire carrément l'utilisation du téléphone dans une voiture, c'est impossible. C'est impossible, oui. Oui, c'est impossible, parce qu'on doit être tout le temps en contact, parce que des fois, il y a des urgences familiales, et juste des fois pour juste le travail, donc qui nécessite un certain relais direct par rapport aux interlocuteurs, donc les utilisateurs du téléphone. Mais il y a des moyens qui facilitent, comment dire, on va dire entre parenthèses, ceci. Bon, la concentration, elle est obligatoire pour la conduite, et les moyens de déconcentration sont divers, il n'y a pas que le téléphone. Donc, des fois, même la cigarette, la cendre quand elle tombe. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on va interdire aussi l'utilisation de la cigarette? C'est aussi notre paire de manches. Oui, ça, c'est notre sensibilisation. Ça, c'est bien d'arrêter de fumer, c'est l'idéal. Mais bon, voilà, donc c'est ça. Donc, il faut faire attention, il faut respecter les règles de conduite. Alors, Abdel Fattah Arab, chargé de communication de ITA, Infotrafic Algérie, cette page qui existe, je le rappelle, au risque de me répéter, depuis 2015 sur les réseaux sociaux, très exactement sur Facebook. Est-ce que vous existez sur les autres réseaux? Oui, on est sur Instagram, on a une page aussi TikTok, donc on est partout. Et est-ce que ces comptes-là connaissent le même succès que la page sur Facebook? Oui, ça va, ça commence à prendre de l'ampleur. Alors, dans vos opérations de sensibilisation, campagnes de sensibilisation, est-ce que vous visez un public bien précis? Est-ce qu'il y a des campagnes, on va dire, ciblées? Cette campagne, par exemple, on va dire une campagne qui va démarrer à partir de janvier 2026, va cibler les 18-25 ans, ou c'est une campagne générale? Bon, écoutez,
Donc pour ça, il faut des moyens. Donc nous, on cible tout le monde. Précisément les utilisateurs de la voie publique, que ce soit utilisateurs de véhicules, motos, autos, bus et tout, même les piétons. Et aussi, on essaie même de sensibiliser les enfants scolarisés. Donc on a fait des interventions, par exemple, dans des écoles, dans des rentrées scolaires, c'est pour sensibiliser les enfants. Parce que les enfants, eux aussi, sont des utilisateurs de la route. Généralement, le matin, quand ils sont accompagnés par leurs parents aux différentes écoles, et là nous le voyons, parce que dès qu'il y a les vacances, la congestion des routes s'atténue. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils sont là. Donc on essaye de les sensibiliser parce qu'eux aussi, donc on va dire c'est un moyen de transmission par rapport à leurs parents. Oui. Donc eux, quand ils apprennent qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, donc directement ils disent « Oh papa, maman, il ne faut pas faire ça, non, c'est pas bien, on a eu ça, on a lu ça ». C'est pour ça que nous demandons de l'intervention du ministère de l'Éducation nationale pour essayer d'organiser 1 heure par semaine, un truc juste pour la prévention routière. Donc parce que eux aussi, c'est des futurs utilisateurs, conducteurs et conductrices. Donc voilà. Donc pourquoi ne pas cibler les populations les plus, en amont. Alors, et depuis cette tribune, Abdel Fattah Arab, chargé de communication de ITA, Infotrafic Algérie, quel est l'appel que vous lancez au-delà de faites très attention sur la route? L'appel le plus simple, c'est respecter le code de la route. Donc c'est un code qui a été trouvé et fait pour gérer le flux du trafic routier, d'une manière générale. Du trafic routier, donc ça ne fait que du bien. Donc le respecter déjà, c'est quelque chose de primordial, et maintenant de survie même, on va dire, et surtout de bien se former et d'être poli et courtois. Excellent. Et de cette tribune, nous saluons aussi le nouveau projet du Code de la route et la révision de plusieurs articles. Monsieur Arab Abdel Fattah, chargé de communication de la page ITA Infotrafic Algérie, merci beaucoup d'être passé et merci d'avoir accordé de votre temps si précieux. Merci. Et à très vite. Et une dernière question. Comment vous évaluez l'accompagnement des médias d'une manière générale, tout organe de presse confondu, dans vos campagnes de sensibilisation? Écoutez, sincèrement, je trouve qu'elle est encore en deçà des attentes. Parce que généralement, les médias, tout ce qui date, donc quand il y a un accident spectaculaire, donc quand il y a un problème, un événement, comme par exemple le malheureux accident qui est arrivé à Tib el Bella, donc là, c'est tout le monde qui s'y met. Mais juste après résorption, on va dire, voilà, on rentre dans la routine. Ça vous dit un passage hebdomadaire sur Canal Algérie pour faire de la prévention routière? Ça, c'est merveilleux, donc de créer on va dire... Je pense que l'appel est lancé. Et bien voilà, on va essayer. Merci à vous, Abdel Fattah Arab. Et de la sécurité routière, on va parler de la musique qui adoucit les mœurs. Voilà, il faut choisir son style musical. C'est l'association Al-Moussilia, située non loin d'ici, avenue l'Arbi Melhidi à Alger. Et c'est une association qui existe depuis 1930. Elle est là à former et aussi à transmettre ce legs ancestral, ce patrimoine immatériel. Un petit tour, une petite virée du côté des locaux d'Al-Moussilia. On revient juste après la matinale sur Canal Algérie. Ça continue et nous sommes en direct jusqu'à 9h30. Restez avec nous. Il est 19h. Rendez-vous au siège de l'association Al-Moussilia. Des musiciens de tout âge perpétuent la musique andalouse, un héritage riche d'Espagne et d'Afrique du Nord, à travers des associations comme l'association Al-Moussilia qui forment des talents. L'association, c'est une association qui a été créée officiellement en 1930. Et plus précisément, le travail de ces gens qui ont créé cette association a commencé depuis 1927. Depuis cette date, l'association n'a pas cessé de faire son devoir et de faire passer des messages sur ce patrimoine de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 95 ans qu'on va, Inch'Allah, fêter le mois de janvier prochain. Tout le monde se prépare pour le Festival de la musique andalouse qui aura lieu le 11 décembre prochain. Cette musique ancestrale, transmise oralement,
est bien vivante et attire de nouvelles générations, curieuses de leurs racines culturelles. كنت نجي مع وحده حبيبتي جارتنا بلوتو كنت نجي معاها هكذا طون زون طون نسمع هذاك تما شويه خدمت لي فيه راسي جو me suis dit pourquoi pas je me suis inscrite je me rappelle je me suis inscrite et j'ai commencé mes cours le premier professeur c'était Missoun Allah yarhamou je suis restée quand même assez longtemps معاه ومن بعدك حبطنا بلوتو طلعنا لا دومي سوبيريور باسكو ما كانوش بزاف لي كلاس كانوا لي كلاس مي حنا كنا شويه كبار اون اي اون فامي شوفي يعني هنايا سي نو فخير اي سور ما كاش زعما بور نو تربينا كيف كبرنا كيف هذا الاخر اللي ما عندوش عنده 50 سنه هنايا هاد لي جون اللي لحقوا ديرنييرمون عندهم كمان بلوس دو 10 ans ولا 15 ans اون اي اون فامي. De nombreux professeurs auront transmis et appris ce patrimoine aux élèves. La transmission orale est une dynamique complexe où chaque élève est continuellement amené à être professeur pour ses collègues. J'avais commencé la musique au conservatoire avant d'intégrer l'association. Donc j'avais 5-6 ans qui traite le conservatoire. Et donc j'ai été formé là-bas. Mbad, j'ai rejoint l'association en 2013-2014. Et donc j'y suis depuis cette date-là. Donc je suis passé d'abord de la classe moyenne, M. Mohamed Bendeba. Et donc après quelques années, j'ai intégré la classe supérieure, Cheikh Nasser Ben Allah yarhamou. Et donc maintenant on est avec Cheikh Mahmoud Hajali. Et depuis 2 ans, donc j'enseigne aussi. Donc j'ai une classe à l'association, donc t'as les enfants. Donc c'est à plein temps. Donc c'est un peu maintenant la transmission et puis apprendre et transmettre en même temps. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ceux qui font partie d'une famille de musiciens en sont convaincus. On a rencontré cette famille où chacun apprend à jouer d'un instrument, un langage et une manière d'être qui se propage avec passion. J'ai intégré l'association en 2009. Ce sont mes parents qui m'ont inscrit, qui m'ont poussé à commencer la musique. J'ai commencé d'abord chez Tata Rachida, qui était notre professeur à l'époque, à la classe d'initiation. J'ai enchaîné par la suite chez Mohamed, notre professeur, donc Monsieur Bendiba. Et j'y suis restée plusieurs années chez lui. Et enfin, j'ai fini par intégrer la classe supérieure en 2020. Alors j'ai commencé très tôt, en 1974, j'avais 8 ans, avec ma sœur aînée. Et on n'habite pas loin du quartier, on est l'Arbi Ben Mehdi, donc on est pratiquement à côté. Et donc on a commencé très jeune et on a apprécié parce qu'il y avait une certaine atmosphère. C'était très convivial. Il y avait de grands maîtres qui venaient ici. Et donc il y avait une certaine atmosphère et on l'a apprécié. C'était très, très familial et très culturel. Moi, je suis donc le papa et le mari de Zohor. Et moi, ça a débuté بالقصايد تاع سيدي عبد الرحمن. Mon père était قصاد سيدي عبد الرحمن. Et donc, c'est la musique andalouse, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, j'étais élève في الجمعية en 69. Je suis parmi les plus anciens. Je suis resté quelques années, mais j'étais toujours très proche de l'association. Et là, il y a eu Ta'alibia, il y a eu. On s'est rencontrés avec mon épouse, toujours dans le domaine de la musique andalouse. Et quand il y a eu ma fille qui est venue en 2010, je repris sérieusement. Je l'accompagnais, donc j'étais tout le temps à Mjamaya, à Nasser Allah yarhamou. Et là, on m'avait proposé à l'époque d'être un coup de main quand il y a les soirées, quand il y a les prestations de l'association, de faire un petit peu attention au passage des solistes et tout. Alors malgré moi, je me suis retrouvé, comme je suis resté mélomane, et l'atmosphère y est pour
apprendre les morceaux. Donc, même si je n'ai pas d'instrument, parce que ça me force à faire très attention lors de leur passage sur scène. De ces associations sont nées quelques-unes des plus belles voix de la musique algérienne qui constituent la nouvelle génération d'artistes. Juste magnifique à découvrir ou redécouvrir l'association de musique andalouse du côté de la rue Bébé Midi à Alger, à Vio Méloma. Transition toute faite pour parler donc du patrimoine immatériel. Me rejoint sur ce plateau Mohamed Nadir Chelali. Vous êtes avocat de formation, chercheur en patrimoine et vous êtes connu et reconnu sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes un fervent défenseur de cet ensemble de patrimoine immatériel. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation, monsieur Larich. Marhaba bik, et on commence avec cette toute dernière information, avec l'Algérie qui est élue vice-présidente de la prochaine session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. L'Algérie qui a fait partie en 2003 de la convention ou la rédaction de la convention du patrimoine immatériel. Aujourd'hui, on va parler de la tenue traditionnelle dans sa splendeur. Je le disais, au-delà de la beauté de l'habit, la tenue traditionnelle, Mohamed Nadir Chelali, a une histoire. A une très grande histoire, surtout en Algérie. Et si on parle du costume traditionnel, on parle du costume traditionnel masculin et féminin. Et il faut dire aussi que les couturiers, les grands couturiers, c'était des hommes. À une certaine époque, et ça continue aussi. Et si on parle du kaftan, le kaftan ou l'arftan, pour être fidèle à l'accent dialectal tlemcenien, c'est un costume qui était vraiment masculin dans la période médiévale et aussi la période de l'Algérie ottomane. C'était un costume des beys. Alors, pour la nomination du bey, le dey d'Alger envoyait un kaftan au bey. Une sorte d'uniforme, une tenue traditionnelle officielle plutôt. C'est une tenue officielle. C'est une tenue officielle de l'Algérie de cette époque. Alors, on retrouve aussi que le Qadi Hanafi portait ce costume. Et la particularité de ce costume, il était brodé en fil d'or. Très bien. Alors, avec des motifs géométriques, plus ou moins floraux, mais c'était un costume officiel des personnalités algériennes. La femme aussi a porté ce costume en tant qu'algérienne et en tant que fameux fier de cette tenue traditionnelle, portée aussi par les femmes. Il était brodé aussi par les femmes et les hommes. Et on retrouve dans les textes historiques, comme mentionne Abdelrazak Ben Hamadouche, que le kaftan était dans les textes de dot, qu'un fshart. Alors, l'algérienne, كانت تشرط القفطان. Et c'est de là qu'on retrouve. Elle existe tout le temps. Alors. Oui, on retrouve la nomination de Qaftan al-Shart. On retrouve plusieurs types, plusieurs nominations. À Tlemcen, on l'appelle Arftan. À Mostaganem, on l'appelle le Qaftan al-Jabadouli. Le Qaftan, tout court, dans l'algérois. Cette tenue traditionnelle existe dans les 4 coins du pays. Dans les 4 coins du pays. Il était porté même dans l'Atlas saharien. Côté de Boussaada, de Biskra, le Hodna, même Tieret, Maaskar. Alors c'était un kaftan, un costume qui était porté dans toute l'Algérie. Et on continue à le porter, on continue à le broder, à le confectionner. Alors c'est un costume qui raconte une histoire. Et par le type du costume, de ce kaftan, on reconnaît le statut social de celui qui porte ce costume. Même si l'Algérie est en train de faire un travail formidable, un redouble d'efforts en matière de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, notamment avec des textes de loi, vous qui êtes avocat de formation, Mohamed Nadir Chelali, et également chercheur en patrimoine, il faut dire que si on avait remonté le temps, l'Algérie
j'ai envie de dire, n'accordait pas une importance à cette sauvegarde, pas son patrimoine. Je précise à cette sauvegarde-là. Mais après, avec les tentatives désespérées de certaines parties, pour ne pas les nommer, même le rail, autant que patrimoine immatériel, en a tenté de se l'approprier, alors que c'est un style musical purement algérien. Et je le dis et je le redis, je le précise. Il faut dire que l'Algérie est à travers vous aussi, et vous qui êtes, j'ai envie de dire, influenceur, à votre manière, créateur de contenu, vous participez à la création, plutôt à la sauvegarde de ce patrimoine-là. Alors, depuis les années 60, on avait une loi de protection du patrimoine. Et cette loi, ça a été renouvelée en 1998, la loi 9804 à propos du patrimoine culturel. En 98, on a renouvelé la loi du patrimoine. Et en 98, il y avait des pays qui n'avaient même pas une loi pour la protection du patrimoine en 98. L'Algérie aussi, au niveau international, a collaboré dans la Convention du patrimoine culturel et naturel de Paris en 1972. Et elle a signé cette convention en 2003. Elle a collaboré dans la rédaction de la Convention du patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Et alors, on a des progrès énormes au niveau du patrimoine culturel et l'État algérien vise à protéger, à sauvegarder ce patrimoine, mais l'Algérie est un continent, est un pays continent. On sauvegarde, on inscrit plusieurs éléments de notre patrimoine, mais ce n'est pas suffisant. Aussi, c'est le rôle de la société civile, des institutions culturelles. Il faut collaborer avec l'État pour protéger et sauvegarder tout ce patrimoine et toute cette richesse qui est vraiment algérienne, même si on prend le patrimoine algérien, on l'emprunte, mais la touche algérienne reste toujours algérienne. On ne peut pas emprunter un truc qui nous appartient pas. Oui, nous appartient. Et même les gravures rupestres existant au fin fond du sud du pays sont témoins de la profondeur et la richesse de l'histoire de l'Algérie. Ce n'est pas un débat, ça c'est fait, c'est classé au-delà de tout ça. Vous avez fait partie, Mohamed Nader Chelali, du comité de la préparation du festival du costume traditionnel août dernier. Oui. Alors, on a préparé un travail énorme, surtout le volet académique, sur tout ce qui est histoire du costume traditionnel, précisément le kaftan. Alors, on a travaillé sur le volet historique, les preuves archéologiques et les preuves matérielles qui existent. En plus, on a exposé plusieurs pièces de kaftan qui appartiennent aux familles algériennes, des pièces qui remontent au 19e siècle. Et les musées algériens aussi, on retrouve dans nos musées plusieurs pièces uniques de ce costume qui est une preuve qu'il est algérien. Il était confectionné en Algérie et on le confectionne encore en Algérie. Alors il y a eu une journée d'études au niveau du CNRPH avec collaboration du CNRPH et Monsieur Hachi. Monsieur Hachi, oui, il y a eu une intervention de Monsieur Hachi, un représentant de la douane algérienne, un représentant de la police, de la gendarmerie, sur tout ce qui est protection et préservation de ce patrimoine culturel immatériel et matériel qui est mobile aussi. On peut le prendre, on peut le faire sortir de l'Algérie. Et il faut, heureusement qu'il y a des mesures de protection de ce patrimoine. De ce patrimoine-là, Mohamed Nader Chelali. Était à votre place, Monsieur Abdel Fattah Arab, chargé de communication de ITA, Infotrafic Algérie. On parlait de campagne de sensibilisation. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Éducation nationale devrait instaurer carrément des cours au niveau des écoles primaires pour sensibiliser
ce jeune, plutôt cet enfant, futur adulte algérien, autour de sa culture, de son patrimoine. Il faudrait que ça commence dès le jeune âge, Mohamed Nadir Chellali. Ça a déjà commencé comme une théorie, mais je suis contre les cours. Le patrimoine, on le vit. Il faut vivre notre patrimoine. Des sorties pédagogiques notamment. Des sorties pédagogiques. Il faut faire des cours au niveau des sites archéologiques, au niveau des musées. Des musées à ciel ouvert. Oui, la sensibilisation du jeune Algérien, il faut qu'elle soit concrète et il faut lui faire vivre son patrimoine sur le site. Alors, c'est bien de faire des cours de théorie, mais c'est pratique sur le terrain avec des visites pédagogiques. C'est très pratique et pédagogique au niveau du terrain. À votre avis, plutôt pas à votre avis, quand on veut dégrader quelqu'un de son identité culturelle, on va directement et on l'attaque sur ces deux axes principaux. Il faudrait qu'au-delà de ces sorties pédagogiques, l'encadrement de cet enfant au niveau des écoles, il y a aussi cet accent diplomatique. Et dans la coulisse, vous m'avez dit que l'Algérie est en train d'exceller concernant la machine diplomatique, notamment dans la sauvegarde du patrimoine. Oui, si on voit l'inscription du costume nuptial tlemcenien en 2012. En 2012. Ça a été inscrit en 2012. Et l'intitulé, c'est le costume nuptial tlemcenien. Mais on retrouve comme sous-titre Libset al-Arftan, c'est le port du kaftan. Libset al-Kaftan, avec tous ses savoir-faire. Alors l'UNESCO, au niveau de l'UNESCO, on inscrit les savoir-faire, les arts, les techniques de confection de ce patrimoine immatériel. Depuis 2012 et avant, l'Algérie a inscrit plusieurs éléments du patrimoine matériel depuis les années 80. Et là, on continue à inscrire notre patrimoine immatériel tel que le kaftan qui a été aussi lors de le comité intergouvernemental à New Delhi récemment, il y a eu une rectification au niveau de l'intitulé du costume nuptial de Tlemcen, Libset al-Arftan. Et aussi pour le costume du Grand Est, à l'intitulé, on a rajouté le Gandora, le Melhfa, le Kaftan, le Qat. Et là, c'est un travail de la diplomatie algérienne, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture aussi, et des Arts. Et aussi, il ne faut pas oublier le rôle de la société civile, parce que c'est suite à des demandes des associations qui sont actives au domaine culturel que le comité intergouvernemental a accepté de rectifier et d'inscrire ces éléments en tant que patrimoine humanitaire ou universel. Et New Delhi en Inde était témoin, encore une fois, d'une énième tentative désespérée de dérouter l'histoire culturelle. Monsieur Mohamed Nadir Chellali, avocat de formation, chercheur en patrimoine et aussi vous êtes auteur de plusieurs pages sur les réseaux sociaux. Mohamed Nadir Chellali, quel plaisir de vous écouter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. Merci. Marhaba bik. Allah ysalmek, barak fik. Merci à vous. Alors, on part du côté de Bouferik. Bouferik qui est connu par notamment la Métidja, qui est connu par la culture d'agrumes. Pas que. Je vous invite à découvrir cela dans ce reportage. On revient juste après avec Filla Ben-Nour, Yazid Eid Mahidin. Filla Ben-Nour qui revient sur la 4e édition de la conférence africaine des startups et la participation de la communauté nationale établie à l'étranger avec son invité, Madame Zohara Djubaili. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. C'était cool. Au marché de Bouferik, tout est disponible, des caisses bien pleines et bien colorées, la qualité est assurée ici, les vendeurs affichent les prix selon les variétés et c'est les agrumes qui priment sur les surfaces, une vocation bien propre à la région. La région, c'est le merja, surtout ce qui concerne les agrumes. تشينا مازالوا فلاحين ومازال تشينا مليحه هاي في الجي غاليه بصح هنايا مليحه هنا بارابول هنا بارابول الغاليه دير
دير 15000 10000 تاكل هنا بوفاريك تاكل طريبيا. نكرو تراب on loue des terrains et on travaille نفلحوهم نغرسوا غرسنا كيما اللنجاس كيما التشينا كيما الرمان التراب il est très riche. La plaine de la Mitidja est un pôle majeur pour les agrumes, orange et clémentine surtout, avec des variétés précoces à tardives qui couvrent le marché national et qui sont exportées vers l'Europe, à savoir la Thompson, Washington Navel, Valencia Latte. Et si la qualité des fruits, surtout à Bouferrique, est assurée, c'est grâce aussi aux efforts de ces agriculteurs qui procèdent à des techniques pour obtenir de variétés différentes. Le cas de Amin Boukhari qui procède aujourd'hui au greffage d'arbustes. Je viens de greffer cette végétation avec ce porte-greffe de la variété Olivier Chemlel. Après 25 jours, les bourgeons de l'olivier greffé apparaîtront, la nouvelle végétation poussera jusqu'à ce qu'elle devienne un arbuste prêt à être planté. Amin s'est fait un nom ici, il alimente aujourd'hui des centaines de fellah grâce à son expérience. Ils viennent même des régions les plus éloignées, le cas de Abdallahi Mehdi venu de Tamanrasset. Nous disposons de toutes les variétés d'arbres fruitiers, poiriers, grenadiers, figuiers, pistachiers, notamment les agrumes avec plus de 10 variétés. Les agriculteurs, bien sûr, reviennent, ils achètent des variétés selon leur climat. Nous avons commencé par une production de 10 000 et nous sommes arrivés à 700 000. Nous venons de charger nos végétations. Nous avons une grande pépinière à Sourou, à Tamanrasset. L'agriculture là-bas se développe de jour en jour. J'ai acheté des avocatiers, beaucoup d'arbres fruitiers. Nous avons commencé à développer notre production selon le climat de Tamanrasset. Donc on a opté pour l'avocatier, bananier, amandier, pistachier et même les agrumes. Leur culture commence à se développer d'une manière extraordinaire. De tous les pays méditerranéens, l'Algérie est l'un des pays qui possède le plus grand nombre de variétés d'agrumes, soit une collection variétale composée de 178 variétés d'agrumes, constituant un patrimoine génétique inestimable. Cette richesse pourrait s'expliquer notamment par des mutations génétiques. Il est l'heure de faire le plein en direct. La bonne orange de Bouferrique nous rejoint avec beaucoup d'enthousiasme. Non, c'est pas la bonne orange de Bouferrique, mais c'est la bonne orange de Sidi Naaman. Je l'ai acheté hier à 18h. Excellent. Wow, quelle précision. Voilà, vous avez un bon Quelle allié. précision. Bonjour et bienvenue à vous une nouvelle fois. Ils nous rejoignent avec beaucoup de punch. Et aussi votre invité qui est parmi nous. J'ai nommé Madame Zohra Jubaili, investisseur. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Marhaba. Il est l'heure, ou plutôt le moment de faire le plein de vitamine C. Vous connaissez Bouferrique? Oui. Et comment? C'est la destination. Zohra est là depuis 3 ans. Elle a eu le temps de faire le tour d'Algérie. Elle dresse déjà le décor. Bonjour Yazid et Mahidine. Bonjour Yazid. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche. Avec Saha, ça c'est nouveau et tu donnes un peu du pain. Merci. Lui, le rédacteur en chef qui est derrière la préparation de cette matinale. Bonjour Moudel, quel plaisir toute jolie. de te voir, merci. Pareil. Alors aujourd'hui, plutôt en cette matinée, nous allons revenir sur la 4e édition de la conférence africaine des startups qui s'est tenue à Alger la semaine dernière. Qui a connu la participation, pas que oui, bien évidemment, qui a connu la participation de plus de 25 000 personnes, 40 délégations ministérielles et 200 exposants. On aura plein d'informations concernant notre communauté établie à l'étranger, mais ça sera juste après ça. Merci. Nos
nouveaux Algériens du monde ou notre Djali, notre communauté établie à l'étranger. Zahra Djubaili fait partie de ces Algériens d'ailleurs, notre communauté établie à l'étranger, qui a fait le choix de venir investir en Algérie. Là. Et quelle femme, chef d'entreprise, qui est installée depuis 3 ans ici. On va voir tout à l'heure les images impressionnantes, où elle conduit même des engins pour les constructions et pour les routes. Hein. Elle les essaye d'abord. Bonjour Zahra Djubaili, ravie de te recevoir sur ce plateau et vraiment je te remercie pour la confiance et d'avoir accepté l'invitation. Merci Donc, beaucoup. voilà, avant de revenir vers ce que tu fais, ton parcours, ton histoire surtout, on va parler de cette conférence qui a marqué la semaine dernière toute l'actualité, celle de la conférence africaine des startups. Lors de cette conférence, il y a eu un programme très riche, dont la rencontre avec la diaspora, enfin le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, ou la communauté nationale, oui c'est ça, à l'étranger, Sofiane Chaïeb, oui c'est ça, qui a rencontré l'ensemble des investisseurs qui font issus justement de cette communauté. À ses côtés, il y avait Nordin Wada, ministre de la connaissance et de l'économie et des startups, également le conseiller du président chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, qui a été interpellé aussi sur des questions qui a bien eu la gentillesse de répondre concernant justement la communication. Donc on va voir peut-être des images sur cette rencontre avant d'en parler. Elles sont déjà sur les Elles sont déjà, ah oui. Il faudrait peut-être les avoir en face, Wafa. Donc je disais que cette rencontre était très conviviale, un échange très intéressant. Vous avez eu le temps de poser un petit peu les obstacles, les problèmes que vous rencontrez, mais aussi les solutions et cette diaspora ou ces Algériens qui ont pu réussir aussi à concrétiser leur projet en Algérie. N'est-ce pas, Zahra? Oui, non, complètement. Ça a été l'occasion déjà de faire pas mal de rencontres, puisque c'était le lieu, c'était the place to be, où il fallait être, en tout cas pour les personnes qui étaient soit déjà dans l'investissement ou celles qui souhaitaient créer quelque chose et développer des projets qui naissaient en tout cas en eux. On a eu la chance aussi d'avoir pas mal de conférences qui nous permettaient d'avoir des réponses à nos questions. Déjà, on a un gros accompagnement par les différentes infrastructures, qu'elles soient gouvernementales ou autres, au sein des différentes administrations algériennes. Mais le plus, c'était au travers de l'African Startup, c'était de pouvoir aller directement à la source. C'est-à-dire on avait la capacité, la possibilité de poser des questions à nos dirigeants, entre autres le ministre de la Startup, aux différentes directions qui étaient présentes et qui ont gentiment pris le temps de nous accompagner, nous apporter des réponses et puis d'échanger également pour conserver des connexions. Et par là, après, derrière, aboutir sur notre projet. Donc c'était un moment vraiment très, très intéressant. Vous avez l'impression d'être à l'écoute, d'être écouté plutôt? Mais complètement. Pour moi, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que ça, moi qui suis née à l'étranger, qui ai vécu, qui ai fait mes écoles, qui ai eu quand même une formation, parce que je reconnais que ma formation, elle a toujours été intéressante, elle a été faite à l'étranger, mais je n'ai jamais eu l'écoute que j'ai pu recevoir en Algérie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Non. Vous êtes à la tête de Z Smart System. Exact. Cette start-up, cette petite entreprise qui, j'espère, ne connaîtra de crise. Vous avez fait ce choix de venir investir dans votre pays d'origine. D'abord, pourquoi ce choix-là? Vous qui avez vu le jour à l'étranger, grandi, fait l'école de votre pays de naissance, pays natal? Alors déjà, tout simplement parce que c'est un cheminement de vie. C'est un parcours de vie. J'ai des enfants, donc je suis maman de 5 enfants. Donc pour moi, c'est une continuité dans le. Merci. Donc c'était un élément obligatoire dans la continuité de mon cheminement de vie, de mon parcours de vie, pour le bien-être de leur éducation et également de leur apporter des opportunités pas spécialement de carrière, mais surtout de reconnaissance par rapport à leur patrimoine, leur histoire aussi, parce que c'est vrai qu'on s'oublie quand on a l'étranger.
Pardon? Leur histoire familiale. Complètement, complètement. J'ai toujours été attachée à l'histoire de mon pays. Donc depuis très jeune, j'ai toujours eu l'amour de l'histoire de mon pays. Et pour moi, je me ressens avoir le devoir d'être dans cette continuité de reconnaissance de ce que mes ancêtres ont pu apporter. Et donc c'est vrai qu'on a eu une belle formation. Et en soi, aujourd'hui, en Algérie, j'ai reçu l'accueil, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça a été juste exceptionnel, je ne m'y attendais pas. Donc on a été accueillis, on a été orientés, on a été accompagnés. Donc ma société, elle est dans la continuité des activités que je maîtrise et pour lesquelles je suis déjà experte à l'étranger. Et j'ai pas trouvé spécialement de bâton dans les roues. Au contraire, c'est juste moi mon aventure algérienne, elle est magnifique. Je suis venue par choix, par histoire également. Et si j'avais su, je serais venue bien plus tôt en fait. Mais vraiment. Donc, on a eu le temps de discuter pendant cette conférence et tu m'as parlé d'apaisement. Mais complètement. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je voyage énormément et à chaque fois que je suis dans mon avion retour, j'ai l'impression de m'être délestée d'un poids et de me dire je rentre à la maison. C'est vraiment je rentre à la maison. Je me sens bien. C'est-à-dire que j'ai la chance de voyager dans beaucoup de pays. C'est stressant. C'est toujours la course contre la montre. Quand on arrive en Algérie, on a l'accueil du douanier, il est formidable, il est souriant, il vous dit marhaba, vous êtes dans votre pays, c'est bien, ça se passe super bien. Moi, j'ai des voisins formidables, j'ai des collaborateurs en or, j'ai mon petit café-restaurant chez qui je prends vos habitudes. On mange bien, surtout les oranges, en tingo. Ah oui, tout à fait. Yazid. Ah oui. Non, mais, Oui. mais moi je confirme. Par rapport aux oranges, je voulais juste dire que vraiment, cette année, enfin depuis cette année 2025, il n'y avait pas une année où il y avait une abondance de fruits. Vraiment, cette année, c'était le top. Que ce soit en matière d'oranges, de fraises, de DJ, de stikda, tout ce qui est vraiment la pomme de Khenchla également. Donc vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire cette année. Bouhmama, très exactement. Oui, de Bouhmama, voilà. Toi qui as sillonné, toutes les wilayas. C'est génial quand on pénètre à Bouhmama, ça sent la pomme. Croyez-moi, c'est juste magnifique, Bouhmama. C'est un réel paradis agricole sur cette terre et où Khenchla produit plusieurs tonnes, qui a pu détrôner Betna en matière de production de pommes. C'était juste une transition pour dire que l'Algérie est une terre fertile, notamment pour l'investissement de ses enfants de la communauté établie à l'étranger. Le président de la République, Philippe Bennour, et à travers le message adressé aux participants, lu par le Premier ministre Sifir Rib, avait aussi réitéré l'appel à la communauté algérienne établie à l'étranger à venir investir. C'est un énième appel, Philippe Bennour. Bien sûr, et à s'impliquer surtout dans l'écosystème algérien. Et on avance bien. Il y a des banques maintenant, la banque qui vient d'ouvrir à Paris, des agences. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises algériennes, c'est le transfert qui va être facilité par la BDL à travers la Mastercard. La BDL qui a déjà lancé à travers Visa le mois de mai, et le volume de transfert a dépassé les 1 million d'euros. Et cela va aussi faciliter les offres à l'étranger, va faciliter les échanges commerciaux et imposer le produit algérien à l'étranger, n'est-ce pas, Zahra ? Non, complètement. Non, on sent une dynamique et on sent la compréhension du gouvernement qui accompagne vraiment tous les investisseurs algériens, pas spécialement ceux de l'étranger, parce que les plus gros investisseurs sont quand même les Algériens, on ne va pas les appeler de souche pour nous, puisqu'on est aussi de souche, mais on a vécu à l'étranger. Mais moi, j'admire beaucoup les businessmen, les entrepreneurs algériens qui font un travail juste formidable avec les moyens qu'ils avaient jusqu'il n'y a pas très longtemps. Là, aujourd'hui, on sent la volonté du gouvernement de comprendre les difficultés des chefs d'entreprise qui luttent chaque jour pour pouvoir développer et aller vers l'exportation, parce que un des projets de notre cher président, c'était quand même d'avoir une balance commerciale positive. On y arrive. Ça se passe dans le meilleur des mondes. Après, on avait quelques difficultés et la chance qu'on a, c'est quand même de pouvoir discuter avec les institutions. Ils sont à notre écoute et on voit derrière, quand on est sur des veilles à travers le journal officiel pour voir ce qui a été décrété, ce qui a été voté.
C'est magnifique. Donc on va dans le bon sens. C'est vrai que pour beaucoup, c'est pas assez rapide, mais on peut pas réformer, échanger un pays du jour au lendemain. Il faut laisser le temps, il faut y croire. Mais on est les premiers acteurs et les premières actrices. Mais complètement, on doit être là et on doit être présent. Hein. Et en 2025, avec la création de 450 000 postes d'emploi, les autorités misent sur les startups qui changent et qui doivent changer les lignes de ce marché du travail. Je voulais juste rappeler et revenir sur cette avancée par rapport aux finances. Le paiement en ligne, c'est une première du genre à travers Mastercard. Complètement. C'est une première du genre et ça va faire bouger justement les lignes dont tu parles, Mounir. Il y a aussi cette ouverture vers la participation vers les foires et les foires en Afrique. Exactement. Il y a la 33e foire actuellement à Dakar. Qui voit la participation de 72 entreprises algériennes. Non, c'est incroyable. C'est pas peu. C'est pas rien, oui. Parce qu'on n'avait pas... avec la zone de libre-échange. Voilà. C'est ça, on n'est pas conscient de la SDCAF. Donc la SDCAF, c'est la zone de libre-échange du continent africain. Et on a des opportunités énormes sur le marché africain. Aujourd'hui, l'avenir, il est avec l'Afrique. Nos compatriotes africains ont besoin de nous et nous, on a besoin d'eux également. Et donc, on a des entreprises qui fabriquent. On a une grosse industrie algérienne. On ne la met pas assez en valeur, on ne sait pas l'exporter. Ça commence. Hein. Il y en a beaucoup qui commencent à le faire. Et on est accompagné. Donc, on a le ministère de l'économie à travers l'exportation qui nous accompagne, qui prend en charge la moitié de notre transport, qui nous appuie dessus. Donc, moi, je dis aux Algériens, n'hésitez pas à aller vous renseigner parce qu'on vous répondra. Exonérations fiscales, parafiscales. Complètement. Mais on est vraiment, non, on est bien. On est bien. Je rappelle de Dakar qui a démarré le 7 décembre et qui se termine le 31 décembre. D'accord. Donc, pour ceux qui habitent aussi, pour les Algériens qui sont dans cette zone aussi, ils peuvent aller visiter, rencontrer des entreprises algériennes et pourquoi pas aussi acheter des choses. Oui, prendre des choses, oui. Rendez-vous pris. Voilà. Trouver peut-être des oranges aussi. Oui, non, ah oui, les oranges. C'est des navets, vous faites. Très bonnes. Au passage, on remercie Samia Boualoul qui a fait un excellent sujet, reportage du côté de Boufarik. Et elle rappelle aussi que même dans le sud, surtout dans le sud algérien, Ouedsouf, à Tamanrasset, il y a aussi une agriculture florissante avec des produits vraiment juteux comme des pommes, comme la pastèque, comme notamment à Ouedsouf qui est devenu pratiquement le panier. La plaque tournante de tout ce qui est production maraîchère. Tout à fait. Et dans aussi les décisions qu'on a prises à plus haut niveau de l'État, l'ouverture des ambassades dans d'autres des pays où il n'y avait pas justement de représentation diplomatique. La Slovaquie, par exemple, il y a eu l'inauguration la semaine dernière de notre ambassade dans cette zone, dans ce pays. Et qui aussi va... On voit les images. On voit le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui inaugure cette représentation diplomatique dans ce pays. En Slovaquie. Dans ce pays, oui. En Slovaquie, oui. En Slovaquie. Il y avait avant la Tchécoslovaquie, maintenant la Tchéquie et la Slovaquie. Tout à fait. La Slovaquie. Donc les Algériens aussi qui habitent dans cette région ont enfin un soulagement, j'imagine. Alors, Philippe Benouche. Ah oui, à Washington, si tu permets, Mounir. Avec grand plaisir, allons-y. À Washington, il y a eu la semaine culturelle des ambassades qui sont déjà aux États-Unis. Donc, toutes les ambassades, tous les pays. 71 ambassades qui ont participé à cet événement culturel. On va travailler les images. Voilà. L'info, c'est que l'Algérie a eu le premier prix du meilleur pavillon. La tente qui a été dressée au milieu de la salle a eu un succès fou. Donc, ça vraiment un grand coup de soft power. Et de... Oui, absolument, tout à fait. Et ça nous amène à parler... C'est la 12e édition pour cet événement qui chaque année se déroule à Washington. Voilà. Et Mehedine va nous On reste aux États-Unis puisqu'on parle de grands chercheurs algériens. Ilyas Adam Zerhouni, qui était le président du National Health Institute, et aujourd'hui sera à Tlemcen. Donc, il était déjà à Constantine, et le 22 décembre sera à l'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen pour inviter tous les étudiants, les chercheurs, les docteurs, etc., à participer à cette rencontre avec les chercheurs. Et puis, nous connaissons que Ilyas Adam Zerhouni, c'était l'inventeur de l'IRM.
Carrément. Et quand il était en France, on lui a dit « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Et aux États-Unis, ils lui ont dit « Why not ?» Why not? Why not? Why not? Et il a réussi à breveter ce Scanner à résonance magnétique. En parlant de compétences, Yazid, la semaine dernière, il y a eu Wissam Al-Alam Al-Jazairi. Et le professeur Hafsi était parmi aussi les gens qui ont été, ou les personnes, les scientifiques qui ont été honorés, en présence d'ailleurs du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Juste pour info, que Bonjour d'Algérie a été parmi les premiers à avoir interviewé Ilyas Adam Zarhouni avec Amal Olmi qui a été aux États-Unis, qui a visité le NIH. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. La chanceuse, cette Amal Olmi, qui est actuellement à Taman Rasset. Coucou Amal. Salut Amal. Salut en passage, bien évidemment, vous retrouverez. Zahra Djoubaili, est-ce que vous connaissez le sud algérien? Alors, j'ai eu la chance d'aller visiter Béchar et Tarit il n'y a pas très longtemps, mais non, pas vraiment. Non, en tout cas, c'est la destination préférée des Algériens, même des étrangers, pour les vacances de fin d'année. Yazid, l'Algérie. Oui, en fait, la BBC a carrément sur un sondage, l'Algérie, selon donc un sondage de la BBC, donc les journalistes de la BBC qui sont déplacés dans plusieurs pays, ils sont revenus sur un résultat que l'Algérie est dans le top des 20 pays à visiter en 2026. Grâce à la beauté du sud algérien, grâce aux ruines romaines, donc l'Algérie recèle des patrimoines matériels et immatériels extraordinaires. Donc l'Algérie, aujourd'hui, c'est la BBC qui le dit, elle est dans le top des 20. Les 20, top 20, justement. Et l'Algérie, et on le voit, c'est donc à travers ces images. La BBC, c'est British Broadcast Channel, qui a organisé ce sondage, et l'Algérie reste parmi les destinations. Et rappelons-le que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat fait un travail formidable avec ses équipes pour la promotion de la destination Algérie. Tout à fait. D'ailleurs, récemment, il y a eu des tours opérateurs, notamment des croisières, qui se sont arrêtés au port d'Alger, qui ont visité l'Algérie. Ça revient chaque fois, et puis grâce à la nouvelle politique du visa, où les touristes peuvent faire les visas sur place avec la coordination des tours opérateurs et des agences de voyage. Et c'est de plus en plus fréquent, c'est que bateaux croisières qui accostent à Alger, et on appréciant cette très belle, l'une des plus belles baies de la Méditerranée. Est-ce que vous avez fait la traversée? Certainement, certainement. Et oui. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez cette belle baie? Elle est magnifique. Non, on a la chance d'avoir un paysage. Enfin, on a un pays avec une géographie juste exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a de tout. On a des plaines, on a des montagnes, on a des baies, on a un littoral juste à couper le souffle. Et j'ai hâte de voir dans la prochaine décennie le développement que ça va devenir et comment nos enfants et nous-mêmes on va pouvoir en profiter. Donc non. Je rappelle juste une phrase par rapport à ce top 20. Ils ont repris une phrase que c'était par rapport au désert, au Sahara algérien, c'est la belle au bois dormant qui se réveille. C'est ça. Vraiment, c'est magnifique. Oui, c'est très significatif et c'est très beau. Et franchement, je réitère cet appel, ceux et celles qui n'ont pas encore visité le sud algérien, faites-le, s'il vous plaît, car c'est une thérapie. Réserve en avance. Oui, il faut y aller il faut aller à Safar. Safar, c'est Safar. C'est juste un enchantement. Vraiment, pour avoir vu Tarit, je vais prendre. Pour avoir visité Tarit, c'était juste exceptionnel. C'était à couper le souffle. Tarit, l'enchanteresse, c'était vraiment. Des dunes à couper le souffle. En parlant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, il y a la foire de Milan qui se termine aujourd'hui. C'est le dernier jour, le 14. Elle était déjà ouverte au public depuis le 7 décembre. Artigiano. Je ne saurais pas. Je pose une colle là. C'est le salon de Milan ou de Milan? Milan. Fallait la placer. Les deux, Milan et Milan. Avec la participation également de plusieurs opérateurs. 31 wilayas qui exposent le patrimoine algérien, une centaine d'artisans
Parmi les artisans, ceux qui ont fait des ateliers, qui ont organisé des ateliers. Mais on a aussi un Algérien là-bas qui est styliste, designer et qui aussi fait la promotion de cette culture algérienne et de la tenue algérienne traditionnelle. Il s'agit de Massinissa Asker. Massinissa Asker aussi qui était présent. Il n'était pas présent avec un défilé, mais il a encouragé aussi les artisans qui étaient présents. Massinissa Asker qui a été désigné dernièrement comme président des Fashion Week New York, Tokyo, Milan et Rome. Et donc il de ce fait, il veut faire pousser la promotion de notre patrimoine encore plus loin et faire participer les designers algériens et les stylistes algériens dans les grands événements à l'international. On va l'écouter tout de suite. Il nous a envoyé un petit message. Je ne sais pas si c'est prêt ou pas. En régie, je pense que... Bien, je vous dis merci depuis Milan, depuis l'Italie. Merci à vous, merci aux téléspectateurs, merci à tous les Algériens de la diaspora de l'Algérie qui m'envoient chaque jour des messages. Merci, ça me réchauffe le cœur. Je suis maintenant président depuis 6 mois à peu près, président jury de la Fashion Week de Milan, de Tokyo, Japon, de Venise et de Rome. Et c'est pour ça je donne l'occasion pour la promotion de notre chère patrie à travers l'art et la mode. Parce que durant cette carrière, j'ai pu constater que la culture effervescente algérienne est très très riche et les gens sont curieux quand je fais des expositions de mes œuvres d'art, quand je fais des défilés de mode. J'ai toujours plein de gens qui viennent vraiment d'ailleurs, des États-Unis, du Japon, de l'Angleterre, qui attendent jusqu'à la fin pour me questionner, me dire ça vient d'où, vous faites comment, racontez-nous un petit peu sur l'histoire de cette robe-là, comment ça se fait, etc. etc. Et alors, j'ai décidé, il est temps d'ouvrir un petit peu les portes à tous les Algériens qui aimeraient exposer leur art dans les Fashion Week partout dans le monde ou exposer leurs vêtements de haute couture qui veulent organiser ou participer à la Fashion Week. Je suis ici pour les accompagner, je suis ici pour les aider. Il suffit seulement de m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, il y a l'adresse mail, il y a tout, et on va vous accompagner parce que c'est très important de donner l'opportunité à tous les Algériens, les artistes algériens, les stylistes algériens de s'exprimer même à l'extérieur. Parce qu'avant c'était... Donner l'opportunité à ces Algériens de s'exprimer, c'était donc Massinissa Asker, oui, à une certaine catégorie, à un certain pays surtout. Donc c'est pour ça que ça c'est très important de le souligner. À Londres, il y a eu un événement aussi qui a été organisé par un franco-algérien, un Algérien tout court, qui s'appelle Kad Achouri, qu'on a reçu d'ailleurs ici. On a eu le plaisir de le recevoir et c'était en solidarité avec la Palestine. Un événement qui a vu aussi la participation de Natacha Atlas, de beaucoup d'artistes, poètes et bien sûr beaucoup de aussi d'artistes. Voilà. Merci Phil Benour pour toutes ces informations. Vous allez revenir sur d'autres informations, une toute dernière? Il y a une toute dernière qui est très importante. Ça concerne Faisal Bellatar qui a été sélectionné pour le festival du Massa qui va se tenir à Abidjan le mois d'avril. C'est un festival de... Et pourquoi j'en parle? C'est le seul Algérien qui va représenter l'Algérie dans cet événement. Le festival Massa, c'est un festival qui est le plus grand festival du marché de l'art à travers le monde, qui va voir la participation de 28 pays. 28 pays vont participer à ce festival et 80... Je ne me rappelle plus En tout cas, Faisal Bellatar sera parmi ses participants. Il sera parmi ses participants et il avait, pour l'anecdote, il avait appris la nouvelle en direct sur Facebook et il m'a appelé
il était ému aux larmes. Excellent. Et ça c'est une fierté pour nous. Et la fierté On va tous l'encourager derrière lui, l'encourager tout comme Zora à Djebaili, Abidjan. qui était notre Zora, invité investisseur. Merci d'être passé. Merci de Je m'avoir. donne bonne chance et bon courage pour votre projet. Nous saluons encore une fois vos 5 enfants qui nous regardent. Merci. Merci Yazid El Mahidine pour ce passage, j'ai envie de dire acide et sucré à la fois. Merci Phila Benor pour toutes ces précisions. Wafel Rouata était à la réalisation, Yazid El Mahidine à la préparation. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 8h en direct pour un nouveau tour de la matinale. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. Ciao, ciao. استنقى نكتفوت كميدي وقت